Lucie se pressa contre son côté, sa petite main trouvant la sienne, avec l'instinct d'un enfant qui avait appris tôt que les adultes pouvaient disparaître sans avertissement. « Monsieur Sterling, » commença Sarah quand il ouvrit la porte. « Voici la juge Patricia Morrison et l'enquêteur du tribunal familial David Walsh. Nous devons discuter du placement immédiat de Lucie. » La juge Morrison fit un pas en avant, son expression illisible. « Monsieur Sterling, bien que les allégations de paternité soient convaincantes, ce tribunal doit considérer les meilleurs intérêts de l'enfant. Vous êtes un homme célibataire, sans expérience de garde d'enfant, et cet enfant a vécu un traumatisme significatif. » La mâchoire de Richard se durcit. « Avec respect, votre honneur, je suis son père biologique, un père qui ignorait son existence jusqu'à hier, » interrompit Walsh, consultant sa tablette. « Notre enquête ne montre aucune préparation pour la garde d'enfants, aucune installation de chambre appropriée, aucun contact d'urgence, aucun arrangement de soins de santé pédiatrique. Cela semble être une décision impulsive basée sur un choc émotionnel. » Derrière Richard, Lucie entra en vue. Sa présence sembla changer toute la dynamique dans la pièce. L'expression sévère de la juge Morrison s'adoucit légèrement quand elle remarqua l'intelligence évidente de l'enfant et sa composure surprenante. « Bonjour chérie, » dit la juge gentiment. « Je suis Patricia. Nous voulons nous assurer que tu es en sécurité et heureuse. Peux-tu me dire ce que tu ressens à propos de rester ici ?» Lucie regarda Richard avec ses yeux gris acier, puis de nouveau vers la juge. « Je n'ai plus peur, » dit-elle simplement. « Papa n'abandonne pas les gens. Il est resté avec Emma jusqu'à la fin, même quand ça faisait mal. Maman me l'a dit. » Les sourcils de la juge Morrison se levèrent. « Ta maman t'a parlé d'Emma ? » Maman a dit que le cœur de papa était brisé, mais encore assez grand pour l'amour. Elle a dit que certaines personnes ont des cœurs qui se brisent, mais ne deviennent jamais plus petits. La voix de Lucie portait une sagesse qui mit tous les adultes dans la pièce mal à l'aise. Elle a dit que quand je serai assez grande, je devrais le trouver et aider à réparer les parties brisées. Si vous appréciez cette histoire sur la famille et les secondes chances, laissez un like pour nous aider. Êtes-vous prêts pour le retournement qui arrive? Continuez à regarder. Walsh griffonnait des notes furieusement, mais Richard pouvait voir le doute s'infiltrer dans son expression. Ce n'était pas l'enfant traumatisé et confus qu'il s'attendait à trouver. « Monsieur Sterling ?» dit la juge Morrison prudemment. « J'ordonne une évaluation familiale complète, des visites supervisées pendant que nous traitons la confirmation ADN et évaluons votre capacité pour la garde complète. L'enfant devra être placé en garde temporaire jusqu'à... » Non. La voix de Richard trancha la pièce comme une lame. Tout le monde le regarda. La main de Sarah Chen se déplaça protectivement vers Lucie comme si elle s'attendait à ce qu'il devienne violent. « Non !» répéta Richard plus doucement, mais avec une résolution de fer. « J'ai perdu une fille à cause de circonstances hors de mon contrôle. Je ne perdrai pas une autre à cause de la bureaucratie. Lucie reste ici où j'utiliserai toutes les ressources légales à ma disposition pour m'assurer que cette affaire devienne un spectacle public qui reflète mal sur tous les impliqués. » Les yeux de la juge Morrison se plissèrent. « Menacez-vous ce tribunal, monsieur Sterling ? Je fais une promesse. J'ai plus d'avocats sous contrat que ce comté n'a de travailleurs sociaux. J'ai construit des entreprises, négocié des accords internationaux et survécu à perdre tout ce qui comptait pour moi. Ne sous-estimez pas ce dont je suis capable quand je protège ma famille. » Le silence s'étira inconfortablement jusqu'à ce que Lucie tire sur la manche de Richard. « Papa, » chuchota-t-elle assez fort pour que tous entendent, « Emma dit que tu n'as pas besoin de te battre contre tout le monde. Elle dit que la gentille dame juge veut juste s'assurer que les petites filles sont en sécurité. » La respiration de la juge Morrison s'arrêta. « Qu'a-t-elle dit ?» Lucie regarda directement la juge avec une franchise troublante. « Emma est ma grande sœur. Elle veille sur moi depuis le lieu brillant. Elle dit que tu as perdu une petite fille, une fois aussi. Et c'est pourquoi tu es extra prudente maintenant. » La couleur quitta le visage de la juge Morrison. Walsh et Sarah échangèrent des regards confus, mais Richard vit la vérité écrite dans l'expression de la juge. Elle avait perdu un enfant. Comment pourrait-elle possiblement... commença la juge Morrison, puis s'arrêta. Lucie fit un pas en avant
et posa sa petite main sur le bras de la juge. Emma dit que son nom était Sophie et qu'elle avait des cheveux roux comme les tiens. Elle dit que Sophie pense que tu fais du bon travail en aidant d'autres enfants, mais certains enfants ont déjà leur papa qui les attendent. La composure professionnelle de la juge Morrison se fissura complètement. Elle s'agenouilla au niveau des yeux de Lucie, sa voix tremblant. « Chérie, comment savais-tu pour Sophie ?» Lucie inclina sa tête comme si elle écoutait. Emma sait des choses. Elle dit que les anges peuvent voir les cœurs brisés qui se correspondent. Elle dit que ton cœur et le cœur de papa ont tous les deux des trous en forme de filles, mais parfois, de nouvelles filles peuvent aider à guérir les vieilles blessures. Richard regarda avec émerveillement, tandis que cet enfant extraordinaire parlait d'une manière ou d'une autre directement à la douleur d'une femme qui tenait tout l'avenir de Lucie entre ses mains. Que ce soit intuition, coïncidence ou quelque chose au-delà de l'explication, Lucie venait de changer toute la trajectoire de leur affaire. La juge Morrison se leva lentement, les larmes menaçant de déborder. « Monsieur Sterling, j'approuve la garde temporaire en attendant les résultats ADN et l'évaluation, mais je veux des vérifications hebdomadaires et une notification immédiate de toute préoccupation. » Quand les officiels partirent, Richard regarda Lucie avec une admiration renouvelée. « Comment savais-tu pour sa fille ?» Lucie sourit et pointa vers l'escalier où rien n'était visible, sauf des ombres et la lumière de l'après-midi. « Emma me l'a dit. Les grandes sœurs savent toujours comment aider. » Ce soir-là, Richard se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 3 ans, border une petite fille pour dormir. Lucie avait insisté pour dormir dans la chambre d'Amy plutôt que dans la chambre d'Emma, prétendant que la chambre d'Emma devrait rester spéciale pour les visites. « Parle-moi de maman », dit Richard doucement, s'asseyant sur le bord du lit. « Je veux connaître ta vie avec elle. » Les yeux de Lucie devinrent pensifs. « Ma maman travaillait très dur. Elle nettoyait de grandes maisons et sentait toujours le savon au citron. Elle m'a enseigné des mots portugais et comment faire des brigadeiros quand nous avions assez de chocolat. A-t-elle jamais parlé de moi ? Chaque soir, avant de dormir, elle me montrait une photo de toi du journal. Tu étais à une fête chic avec la dame en colère. Maman disait « C'est ton papa, Lucie. Il a des yeux gentils, mais un sourire triste. Un jour, quand tu seras plus grande, nous le trouverons et aiderons à rendre son sourire heureux à nouveau. » La poitrine de Richard se serra. « Elle appelait Catherine la dame en colère ?» Lucie hocha la tête solennellement. « Maman a dit que la dame en colère aimait sa petite fille tellement qu'elle avait oublié comment aimer quelqu'un d'autre. Elle a dit que la peine fait parfois faire des choses effrayantes aux gens, mais en dessous, ils sont juste très, très tristes. » La sagesse dans les observations de cet enfant de 6 ans étonna Richard. Maria avait d'une manière ou d'une autre élevé un enfant qui comprenait la complexité adulte avec une compassion remarquable. « Il y a autre chose, » dit Lucie silencieusement. « Maman avait une boîte de lettres qu'elle n'a jamais envoyée. Elle t'écrivait chaque année pour mon anniversaire. Elle te parlait de mes premiers pas, mes premiers mots, quand j'ai appris à lire. Elle a dit qu'elle les gardait au cas où quelque chose lui arriverait. » La respiration de Richard s'arrêta. « Où sont ces lettres maintenant ?»« À l'appartement de maman. Les dames du bureau ont dit qu'elles emballeraient tout, mais je ne sais pas où elles l'ont mis. » Avant que Richard puisse répondre, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Monsieur Sterling, je suis le propriétaire de Maria Santos. J'ai trouvé une boîte marquée pour Richard Sterling. Urgence seulement. Les services à l'enfance ont dit de vous contacter. Quand pouvez-vous la récupérer ?» Richard regarda le message, ses mains tremblant légèrement. Maria s'était préparée pour ce jour, lui avait laissé une feuille de route pour comprendre la fille qu'il n'avait jamais su avoir. « Nous irons chercher ces lettres demain, » promit-il à Lucie, chacune d'entre elles. Lucie sourit et se blottit plus profondément dans les couvertures. « Papa, resteras-tu jusqu'à ce que je m'endorme ?» Maman restait toujours. « Bien sûr. » Richard s'installa plus confortablement dans la chaise à côté de son lit. « Toujours. » Tandis que la respiration de Lucie s'approfondissait, Richard se retrouva parlant doucement d'Emma, son rire, son caractère obstiné, son courage incroyable pendant sa maladie.
Il raconta à Lucie le jardin de papillons qu'Emma avait planifié avant de devenir trop malade, ses rêves de devenir vétérinaire, comment elle avait l'habitude de danser dans la cuisine en pyjama. « Elle semble merveilleuse », murmura Lucie ensommeillée. « J'aurais aimé pouvoir la rencontrer avant qu'elle aille au lieu brillant. Peut-être que tu l'as rencontrée d'une certaine façon, » dit Richard doucement, pensant aux dessins impossibles, aux panneaux cachés, aux connexions étranges qui défiaient l'explication. Tard cette nuit-là, Richard marcha dans sa maison avec de nouveaux yeux. Pendant 3 ans, elle avait été un mausolée dédié au deuil. Mais maintenant, avec le rire de Lucie résonnant dans les couloirs et ses dessins collés à son réfrigérateur, elle ressemblait à quelque chose qu'il avait presque oublié, un foyer. Dans son bureau, il sortit son ordinateur portable et commença à taper un email à son avocat. Demain apporterait de nouveaux défis, l'évaluation de garde, les résultats ADN, l'attention médiatique inévitable quand la nouvelle sortirait sur la fille secrète de Richard Sterling. Mais ce soir, pour la première fois en 3 ans, Richard Sterling s'endormit au son de la respiration paisible d'un enfant dans le couloir, et ses rêves étaient remplis non de pertes, mais de possibilités. Dehors, des nuages d'orage se rassemblaient à l'horizon, portant avec eux des révélations qui testeraient tout ce que Richard pensait comprendre sur la famille, la loyauté et les longueurs dangereuses auxquelles les gens iraient pour protéger ceux qu'ils aimaient. Le lendemain matin, Richard et Lucie traversèrent la ville vers un complexe d'appartements modestes où Maria Santos avait construit une vie silencieuse avec la fille qu'elle avait élevée seule. Le propriétaire, un homme âgé au visage bienveillant nommé George Henley, les rencontra à la porte avec une boîte en carton qui semblait impossiblement petite pour contenir 6 ans d'histoire cachée. « Maria était une bonne locataire », dit George tristement, remettant la boîte à Richard. « Toujours à l'heure avec le loyer, jamais de problème. Elle parlait de Lucie constamment. Cet enfant était tout son monde. » À l'intérieur de l'appartement, Richard sentit le poids de vie vécue dans l'ombre. Les murs étaient couverts de l'art de Lucie et de réussite scolaire. Les photos documentaient chaque étape importante. Premier jour de maternelle, dents perdues, fête d'anniversaire, avec juste toutes les deux. Dans chaque image, Maria Santos regardait sa fille avec une pure adoration. Mais ce fut le petit hôtel dans le coin qui brisa le cœur de Richard. Une photo de journal encadrée de lui à quelques galas de charité entourés de bougies et de photos de bébé de Lucie. Maria avait créé un hôtel au père que sa fille ne pouvait pas connaître, gardant sa mémoire vivante dans leur foyer. « Elle priait pour toi chaque nuit », dit Lucie doucement, remarquant où Richard regardait. « Elle demandait à Dieu de prendre soin de toi parce que tu prenais soin d'Emma. Elle a dit que les prières pouvaient voyager entre les cœurs, même quand les gens ne le pouvaient pas. » Richard ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, chacune marquée avec l'âge de Lucie et l'année. Il ouvrit la première datée juste après la naissance de Lucie. « Cher Richard, elle a tes yeux. Quand elle me regarde, je vois la même intensité, la même intelligence qui m'a attiré vers toi pendant ces mois terribles quand Emma était malade. Je sais que tu ne te souviens pas de moi. J'étais juste la femme de ménage, qui travaillait des quarts supplémentaires à l'hôpital, qui t'apportait parfois du café quand tu étais assis près du lit d'Emma pendant des jours. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Mais tu étais si brisé, si perdu dans la douleur, et Catherine s'effondrait. Une nuit quand Emma passait une bonne journée et que tu as souri pour la première fois en semaine, j'ai pensé que mon cœur allait s'arrêter. Tu portais encore ton alliance, encore dévoué à ta fille mourante, mais pour juste un moment, tu ne te noyais pas dans la tristesse. Je ne te chargerai pas avec les détails, mais notre fille existe parce que parfois, les gens brisés trouvent du réconfort l'un chez l'autre, même brièvement. Je vais l'appeler Lucie, qui signifie lumière. Elle sera la lumière que tu m'as donnée, même si tu ne le sais jamais. Tout mon amour, Maria. La vision de Richard se brouilla tandis qu'il lisait lettre après lettre, documentant la croissance de Lucie. L'anglais de Maria s'améliora au fil des années, mais son amour pour Lucie et Richard resta constant. Elle écrivit sur le premier mot de Lucie, « Papa ».
Et comment elle montrait constamment des photos de Richard à sa fille, s'assurant que Lucie sache qu'elle était aimée par un père qui ne pouvait simplement pas être là. Les amis, partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, les personnes les plus importantes de nos vies ont besoin d'entendre des histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous aux signes de l'au-delà? Les lettres de la 3e année de Lucie étaient différentes, teintées de peur. Richard, Catherine est venue me voir aujourd'hui. Elle sait pour Lucie. Elle m'a offert de l'argent pour disparaître, pour ne jamais te contacter. Quand j'ai refusé, elle m'a montré des papiers d'immigration, a menacé de me faire expulser si je ne signais pas des documents disant que tu avais renoncé à tous les droits parentaux. J'ai peur, Richard. Pas pour moi, mais pour Lucie. Elle demande chaque jour quand elle peut rencontrer son papa. Comment expliquer que la politique et la peur nous gardent séparés? J'ai décidé de prendre l'argent de Catherine, non comme paiement pour le silence, mais comme assurance pour l'avenir de Lucie. Si quelque chose m'arrive, au moins elle aura des ressources. Je suis désolé. J'espère qu'un jour tu comprendras que j'ai fait cela pour protéger nos 2 filles, Lucie de l'expulsion et Emma du stress d'un scandale familial pendant son traitement. La lettre finale était datée d'il y a juste 1 semaine. Mon très cher Richard, les médecins disent qu'il ne me reste pas longtemps. Le cancer comme Emma. Je suppose que nous sommes plus connectés que je ne l'ai jamais imaginé. Lucie ne sait pas encore. Je ne peux pas supporter de l'effrayer. Si tu lis ceci, cela signifie qu'elle t'a trouvé. Elle s'entraîne au chemin vers ta maison depuis des mois, mémorisant la route. Elle est plus courageuse que nous 2 réunis. S'il te plaît, ne déteste pas Catherine complètement. Son amour pour Emma s'est tordu en quelque chose de désespéré et cruel, mais en dessous, elle était terrifiée de te perdre. La peur fait parfois des monstres de bonnes gens. Prends soin de notre lumière, Richard. Lucie a assez d'amour dans son petit cœur pour guérir à la fois tes endroits brisés et la culpabilité de Catherine. Elle est le pont entre tes 2 filles, la vivante et l'ange. Tout mon amour, Maria Santos, PS. Lucie insiste qu'Emma lui rend visite dans ses rêves, lui enseignant des choses sur toi que je ne lui ai jamais dites. J'ai arrêté de questionner. Certains miracles sont trop beaux pour douter. Richard posa la lettre avec des mains tremblantes. Lucie avait été silencieusement en train de trier ses vieux jouets, mais maintenant, elle le regarda avec ses yeux perceptifs. « Es-tu triste à propos des lettres de maman ?»« Pas triste, » réussit à dire Richard. « Reconnaissant, elle t'aimait tellement, Lucie, et elle m'aimait assez pour protéger nos 2 familles, même quand cela lui a tout coûté. » Lucie grimpa sur ses genoux, quelque chose qu'elle avait commencé à faire avec une confiance croissante. Emma dit que maman est avec elle maintenant dans le lieu brillant. Elle dit qu'elles sont amies et qu'elles veillent sur nous ensemble. Richard tint sa fille près, entouré de preuves d'une histoire d'amour qu'il n'avait jamais su exister. La dévotion silencieuse de Maria, son sacrifice, son soin attentionné d'un enfant qui d'une manière ou d'une autre faisait le pont entre l'amour terrestre et quelque chose au-delà de la compréhension. Mais tandis qu'il se préparait à partir, Richard remarqua quelque chose qui le glaça. L'appartement avait été fouillé, tiroirs sortis, papiers éparpillés. Quelqu'un d'autre avait été là en premier, cherchant quelque chose de spécifique. Et sur le comptoir de la cuisine, à peine visible, il y avait une carte de visite qui fit geler le sang de Richard. Webb et associés, service d'enquête privé. Et quelqu'un construisait un dossier contre lui, et ils avaient commencé en fouillant dans la vie privée d'une femme morte. Richard était encore en train de traiter les implications de l'appartement perturbé quand son téléphone sonna. Le numéro de Catherine apparut sur l'écran, et pour la première fois en 3 ans, il répondit immédiatement. « Richard, nous devons parler. » La voix de Catherine était tendue, urgente. Pas à propos de Lucie, à propos d'autre chose, quelque chose de dangereux. « Où es-tu ? » « En vol de retour de Californie. Je serai à la maison ce soir. Richard, quoi qu'il arrive, ne laisse pas Lucie hors de ta vue et ne fais confiance à personne, ni travailleurs sociaux, ni avocats. Personne. » La ligne se coupa, laissant Richard fixer le téléphone avec confusion. Catherine avait l'air vraiment terrifiée. Mais de quoi? Le trajet de retour fut silencieux. Lucie dormant dans son siège auto avec une des lettres de Maria serrée dans son petit poing.
Mais quand ils entrèrent dans l'allée, Richard remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte et la lumière verte de son système de sécurité était éteinte. « Reste dans la voiture », ordonna Richard, son entraînement militaire d'il y a des décennies se mettant en marche. « Verrouille les portes et ne les ouvre pour personne d'autre que moi. » Les yeux de Lucie s'élargirent, mais elle hocha la tête solennellement. « Il y a quelqu'un de méchant dans notre maison. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » Richard approcha de sa maison avec une prudence calculée. La porte d'entrée avait été crochetée expertement. Travail professionnel, pas du vandalisme aléatoire. À l'intérieur, la maison semblait intacte au premier regard, mais Richard connaissait son propre espace. Les livres étaient légèrement déplacés. Les papiers avaient été mélangés et son ordinateur était chaud malgré être éteint quand ils étaient partis. Dans la chambre d'Emma, le panneau caché que Lucie lui avait montré pendait ouvert. La boîte à bijoux avait disparu. Le téléphone de Richard vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Nous avons ce pourquoi nous sommes venus. Les allégations de l'enfant sur le contact surnaturel sont maintenant documentées. On se voit au tribunal familial. » La glace coula dans les veines de Richard quand la compréhension le frappa. Quelqu'un avait construit un dossier pour prouver qu'il était un parent inapte et les conversations innocentes de Lucie sur Emma avaient été tordues. En preuve d'instabilité psychologique, ils avaient volé la lettre finale d'Emma pour l'utiliser contre eux deux. Mais qui était-il? La réponse vint 30 minutes plus tard quand David Walsh, l'enquêteur du tribunal familial, arriva avec la juge Morrison et 2 policiers. « Monsieur Sterling, » dit la juge Morrison sombrement, « nous avons reçu des rapports troublants sur l'état mental de cet enfant, allégations qu'elle communique avec des enfants décédés, preuve de manipulation psychologique. » « C'est ridicule, » interrompit Richard. « Lucie est parfaitement saine, juste intuitive. »« Et monsieur, » coupa Walsh, produisant une tablette, « nous avons des enregistrements audio de l'enfant prétendant parler avec votre fille décédée, Emma. Nos psychologues pour enfants sont préoccupés par un possible coaching ou abus psychologique. » Le monde de Richard bascula. « Enregistrement audio? Comment pourriez-vous l'avoir Il s'arrêta, réalisant. « Vous avez mis des micros dans ma maison. Nous avons obtenu un mandat basé sur des préoccupations pour le bien-être de l'enfant, » dit Walsh doucement. « Les enregistrements montrent clairement un adulte manipulant un enfant traumatisé pour croire qu'elle peut communiquer avec les morts. » Mais quand Walsh joua l'enregistrement, la confusion de Richard s'approfondit. Les voix étaient celles de Lucie et Emma. Mais la voix d'Emma était impossible. La technologie ne pouvait pas falsifier les modèles de paroles spécifiques, le vocabulaire, la connaissance intime des souvenirs familiaux que personne d'autre ne pouvait connaître. La juge Morrison écouta avec une inquiétude croissante. « Monsieur Sterling, pouvez-vous expliquer comment cet enfant connaît des détails sur la maladie de votre fille qui ne sont dans aucun dossier public ?» Avant que Richard puisse répondre, Lucie apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était d'une manière ou d'une autre sortie de la voiture et entrée dans la maison sans que personne ne le remarque. Une compétence qui aurait dû être impossible pour une enfant de 6 ans. « Ils ont volé la lettre d'Emma », dit Lucie naturellement, regardant directement Walsh. « Mais ça ne les aidera pas parce qu'Emma a quelque chose de mieux prévu. » Le visage de Walsh pâlit. « Comment elle? Personne ne lui a dit à propos de la lettre que tu as prise de la boîte à bijoux. » Lucie inclina sa tête avec cette franchise troublante. « Emma savait que tu ferais ça. Elle dit que tu as une fille nommée Mélissa qui est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Elle dit que Mélissa est triste que tu essaies de blesser d'autres pères parce que tu n'as pas pu la sauver. » La tablette glissa des mains de Walsh, résonnant sur le sol. La juge Morrison recula, sa composure professionnelle se fissurant à nouveau. « C'est impossible, » chuchota Walsh. « Personne ne sait pour Mélissa. Je n'ai jamais... » Comment pourrait-elle? Lucie marcha calmement vers la juge Morrison et prit sa main. « Emma dit que les méchants hommes essaient de te tromper pour enlever des enfants de leur papa parce qu'ils sont payés plus d'argent quand les enfants vont dans le système. Elle dit qu'ils ont fait de faux enregistrements et volé de vraies preuves pour construire des mensonges. Faux enregistrements.
La voix de la juge Morrison était aiguë avec une compréhension soudaine. « Monsieur Walsh, êtes-vous en train de me dire que… » Mais Walsh reculait vers la porte, son visage gris avec le choc et la panique grandissante. « Je dois passer quelques appels. Cette enquête est… Nous devons réévaluer. » Non. La voix vint de l'embrasure de la porte, froide et commandante. Catherine Sterling entra dans la maison flanquée de 2 hommes en costume chair. « Tu ne vas passer aucun appel, David. Tu vas t'asseoir et expliquer à la juge Morrison exactement qui t'a embauché pour fabriquer des preuves contre mon ex-mari. » Richard regarda Catherine avec émerveillement. Son ex-femme semblait une personne complètement différente, confiante, féroce, presque dangereuse. Ce n'était pas la femme brisée qui avait fui en Californie, c'était quelqu'un qui avait passé 3 ans à se préparer pour la guerre. « Je ne sais pas de quoi tu parles », bégaya Walsh, mais ses yeux couraient vers les fenêtres comme un animal pris au piège. Catherine sourit froidement et fit signe à un de ses compagnons qui produisit un dossier épais. David Walsh, enquêteur privé alloué, se spécialise dans la fabrication de preuves pour des affaires de garde contentieuses. Actuellement sous enquête dans 4 États pour fraude et parjure. Elle se tourna vers la juge Morrison, sa voix comme de l'acier. « Votre honneur, mon ex-mari n'est pas le seul parent à être ciblé. Il y a tout un réseau d'officiels corrompus qui profitent de garder les enfants dans le système d'adoption. Ils observent notre famille depuis qu'Emma est morte, attendant le bon moment pour frapper. » Le visage de la juge Morrison blanchit quand elle réalisa les implications. « Vous dites que tout ce défi de garde était fabriqué ? » « Pas entièrement, » dit Catherine, regardant Lucie avec quelque chose qui pourrait avoir été du regret. Lucie est la fille de Richard, mais les préoccupations sur son aptitude, les preuves d'abus psychologiques, tout fabriqué pour voler un enfant de son père biologique et rendre certaines personnes très riches dans le processus. Comme si elles étaient convoquées par la révélation, les sirènes de police commencèrent à hurler au loin, se rapprochant. Catherine avait apporté plus que des avocats. Elle avait apporté la justice. Mais la plus grande révélation était encore à venir, et elle changerait tout ce que Richard pensait savoir sur l'amour, la loyauté et les longueurs auxquelles les gens iraient pour protéger leur famille. Tandis que les officiers de police emmenaient David Walsh menotté, Catherine fit face à Richard et Lucie dans le salon qui avait autrefois été leur foyer familial. 3 ans de séparation s'étendaient entre eux comme un abîme, mais Lucie semblait inconsciente des tensions adultes, s'installant confortablement sur le canapé entre ses parents biologiques. « Depuis combien de temps sais-tu » demanda Richard silencieusement. La composure de Catherine se fissura finalement. « À propos de la corruption, 6 mois. À propos de Walsh ciblant spécifiquement notre famille, 3 semaines. » Elle regarda Lucie avec des yeux hantés. À propos de Lucie étant en danger, ce matin quand la voisine de Maria a appelé pour me dire que quelqu'un était entré par effraction dans l'appartement avant que vous n'y arriviez. La voisine de Maria t'a appelé ? La voix de Richard était soigneusement contrôlée. Maria avait donné mon numéro à Madame Delgado comme contact d'urgence. Elle lui avait demandé de m'appeler si quelque chose arrivait. Les mains de Catherine se tordaient sur ses genoux. Richard, il y a autre chose que tu dois savoir, quelque chose dont j'ai eu trop honte de te parler. Lucie regarda Catherine avec ses yeux perceptifs. « C'est bon, dit-elle doucement. Emma dit que tu es prête à dire la vérité maintenant. Elle dit que garder des secrets rend les gens malades à l'intérieur. » La respiration de Catherine s'arrêta. Comment fait-elle? Peu importe. J'ai arrêté de questionner ce que cet enfant sait. Elle se retourna vers Richard. « Je n'ai pas seulement caché Lucie de toi par chagrin et jalousie. J'étais chanté. » Le sang de Richard se glaça. « Par qui? Les mêmes personnes qui étaient ici. Walsh n'est pas juste un enquêteur corrompu. Il fait partie d'un réseau qui identifie les familles riches traversant un traumatisme et les détruit systématiquement. Il savait pour Lucie avant moi. » Catherine se leva et marcha vers la fenêtre, sa voix devenant plus forte, tandis qu'elle se libérait finalement de 3 ans de secret. Pendant le traitement d'Emma, j'ai été approché par une femme qui prétendait être d'un groupe de soutien pour les familles traitant du cancer infantile. Elle était si sympathique, si compréhensive.
Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne, incluant mes soupçons sur ton aventure avec Maria. Ce n'était pas une aventure, dit Richard silencieusement. C'était deux personnes brisées trouvant du réconfort pour une nuit. Je le sais maintenant, mais alors, je me noyais dans le chagrin et la paranoïa. Cette femme, Sarah, pas Chen, une Sarah différente, encourageait mes peurs. Elle a suggéré que j'embauche quelqu'un pour enquêter sur ta relation avec Maria. Cette personne était Walsh. Richard sentit les pièces s'emboîter avec une clarté horrible. Ils ont fabriqué les preuves d'une aventure pour créer un fossé entre nous. Pire que ça. Quand l'enquête de Walsh a révélé l'existence de Lucy, Sarah m'a convaincu que si tu découvrais, tu me quitterais moi et Emma pour ta vraie famille. Et elle a dit que la seule façon de protéger les derniers mois d'Emma était de faire disparaître le problème. Catherine se retourna pour leur faire face, les larmes coulant sur ses joues. Je pensais payer Maria pour qu'elle disparaisse silencieusement. Je ne savais pas que je finançais un réseau de trafic humain qui se spécialise dans le vol d'enfants de familles vulnérables. La pièce devint silencieuse, excepté pour le fredonnement doux de Lucy. Elle dessinait à nouveau, ses petites mains bougeant avec confiance sur le papier. « Montre-leur, Lucy !» dit Catherine gentiment. « Montre-leur ce qu'Emma t'a dit. » Lucy leva son dessin. C'était un diagramme complexe qu'aucun enfant de 6 ans n'aurait dû être capable de créer. Un arbre généalogique d'une certaine façon, mais au lieu de parents, il montrait des connexions entre officiels corrompus, faux travailleurs sociaux et familles riches qui avaient perdu la garde de leurs enfants sous des circonstances suspectes. Au centre de la toile était un nom qui fit geler le sang de Richard. Services familiaux Sterling, une agence d'adoption privée qui se spécialisait dans les cas difficiles et chargeait des honoraires énormes pour leurs services. Emma dit que les méchantes personnes planifient cela depuis longtemps, dit Lucy, naturellement. Depuis que tu as fait ce discours à l'hôpital pour enfants sur les familles restant ensemble, ils ont décidé que tu étais trop dangereux parce que tu pourrais aider d'autres papas à se battre. Richard se souvint de ce discours, un plaidoyer passionné pour garder les familles intactes pendant les crises médicales. Il l'avait donné juste des semaines avant la mort d'Emma, quand il était à vif de chagrin et désespéré de trouver un sens à sa perte. Voulez-vous savoir comment cette histoire se termine ? La fin va vous surprendre. Mais d'abord, laissez un commentaire. Que feriez-vous à la place de Richard ? Restez jusqu'à la fin car il y a encore une révélation incroyable qui vous attend. Il nous observait, réalisa-t-il, attendant le bon moment pour déchirer notre famille et en profiter. Catherine hocha la tête. Quand Maria est tombée malade et que Lucy est devenue vulnérable, ils ont vu leur opportunité. Incriminer Richard comme parent inapte, voler Lucy dans le système d'adoption et finalement la placer avec une de leurs familles clientes pour des honoraires massifs. Mais tu les as arrêtés, dit Richard, regardant Catherine avec une nouvelle compréhension. Tu as passé 3 ans en Californie à construire un dossier contre eux. J'ai passé 3 ans à me noyer dans la culpabilité et à essayer de faire amende honorable. Quand j'ai réalisé ce que j'avais vraiment fait, ce que j'avais facilité, je ne pouvais pas juste m'excuser. Je devais le réparer. La voix de Catherine devint féroce. Ces gens se nourrissent de familles en deuil, Richard. Ils retournent notre amour pour nos enfants contre nous. Je ne pouvais pas les laisser blesser Lucy de la façon qu'ils m'ont aidé à te blesser. Lucy posa ses crayons et regarda solennellement les 2 adultes. Emma dit que la partie combat est presque finie. Elle dit que maintenant nous pouvons apprendre comment être une famille à nouveau, mais différemment cette fois, mieux. Richard regarda de Catherine à Lucy au dessin qui contenait d'une manière ou d'une autre des informations qu'un enfant ne pouvait pas possiblement savoir. Que ce soit intervention divine, coïncidence impossible ou quelque chose au-delà de la compréhension humaine, Lucy était devenue le pont non seulement entre 2 sœurs, mais entre une famille brisée et leur chance de rédemption. Mais même quand le soulagement coula à travers lui, Richard savait que leur victoire était incomplète. Les gens derrière cette conspiration étaient encore là-bas, et ils n'abandonneraient pas facilement. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles menaces et de nouveaux tests de exactement jusqu'où un père irait pour protéger sa fille. La confrontation finale arrivait encore, et elle exigerait chaque once de force, ruse et amour
que Richard Sterling possédait. 3 mois plus tard, Richard se tenait dans le jardin de papillons rénové derrière le manoir Sterling, regardant Lucie poursuivre des papillons monarques, tandis que Catherine documentait chaque espèce dans le journal de mémoire d'Emma. Le réseau de corruption avait été démantelé. Des dizaines d'enfants avaient été réunis avec leur famille biologique et la famille Sterling était devenue des défenseurs improbables de la réforme du système d'adoption. Mais la révélation la plus extraordinaire était encore à venir. « Papa !» cria Lucie de près de la fontaine mémoriale qu'ils avaient construite pour Emma. « Elle veut parler à nous tous ensemble. Elle dit que c'est l'heure du grand secret. » Richard et Catherine échangèrent des regards. À travers les mois, ils s'étaient habitués aux conversations de Lucie avec Emma, mais quelque chose dans le ton de l'enfant suggérait que c'était différent. Final. Lucie s'assit en tailleur sur l'herbe, son visage serein de concentration. Emma dit qu'elle doit te dire quelque chose d'important avant de partir pour toujours. Partir. La voix de Catherine se brisa. Vers l'endroit où les grandes sœurs n'ont plus besoin de veiller sur les petites sœurs, expliqua Lucie gentiment. Elle dit que je suis en sécurité maintenant et elle a d'autres enfants à aider. Richard s'agenouilla à côté de Lucie, son cœur douloureux avec l'espoir impossible et la perte qui avait défini leur voyage. Que veut-elle nous dire? Lucie fut silencieuse pendant un long moment, sa tête inclinée comme si elle écoutait des chuchotements que seule elle pouvait entendre. Quand elle parla, sa voix portait une qualité surnaturelle qui leva la chair de poule sur les bras des 2 adultes. Elle dit qu'elle m'a choisi pour toi avant de tomber malade. Elle priait chaque nuit pour que Dieu t'envoie une autre fille qui pourrait guérir les endroits brisés dans ton cœur. Quand elle a rencontré maman dans l'endroit brillant, elles ont fait un plan ensemble. Catherine soupira. Maria et Emma se connaissaient? Emma dit que maman avait peur de mourir seule, alors Emma est allée l'aider à traverser. C'est alors qu'elles ont réalisé qu'elles aimaient toutes les 2 le même homme, toi, papa. Emma a dit à maman que j'aurais besoin d'anges supplémentaires veillant sur moi parce que j'allais avoir un travail très important. La vision de Richard se brouilla, tandis que les implications impossibles s'enfonçaient. Quel travail! Lucie sourit avec une sagesse bien au-delà de ses années. Enseigner aux adultes que l'amour ne se termine pas quand les gens meurent, il change juste de forme. Elle se leva et plaça une petite main sur la poitrine de Richard et une autre sur celle de Catherine. « Emma dit que vous avez tous les 2 oublié comment vous aimez, parce que vous aviez tellement peur de perdre plus de gens. Mais l'amour n'est pas quelque chose que vous perdez, c'est quelque chose que vous partagez. » Une brise chaude remua dans le jardin, portant le parfum des fleurs de jasmin préférées d'Emma. Pour juste un moment, Richard aurait pu jurer qu'il sentait une 3e petite main rejoignant les leurs, complétant un cercle qui transcendait les limites entre terre et ciel. « Il y a un secret de plus », chuchota Lucie, ses yeux brillants de larmes non versées. « Emma n'est pas vraiment ma sœur, elle est mon ange gardien. Dieu l'a envoyée pour veiller sur moi jusqu'à ce que je trouve ma vraie famille. Mais maintenant que nous sommes tous ensemble, son travail est terminé. » Catherine commença à pleurer. Des sanglots profonds et guérisseurs qui portaient 3 ans de chagrin, culpabilité et amour désespéré. « Je suis si désolée, Emma, » chuchota-t-elle à l'air. « Je suis désolée d'avoir laissé la peur me transformer en quelqu'un qui blessait les gens. » Lucie regarda vers quelque chose qu'aucun adulte ne pouvait voir, hochant la tête comme si elle recevait des instructions. Emma dit qu'elle pardonne tout parce que c'est ce que font les sœurs. Elle dit que la dame en colère est partie maintenant et Catherine, la maman, est revenue. « Maman !» La respiration de Catherine s'arrêta. Lucie prit la main de Catherine avec une confiance parfaite. « Emma dit que tu n'es plus juste la Catherine de papa. Tu es ma belle maman Catherine si tu veux l'être. Elle dit que Lucie a besoin de quelqu'un pour lui enseigner des choses de fille que papa ne comprend pas. » Richard regarda avec émerveillement, tandis que les 2 femmes les plus importantes de sa vie se trouvaient à travers l'abîme des erreurs passées et de la grâce présente. Catherine s'agenouilla et tira Lucie dans une étreinte féroce. Et pour la première fois en 3 ans, la famille de Richard se sentit complète. Le soleil couchant peignit le jardin d'une lumière dorée, et pour un moment parfait, Richard pouvait voir 4 figures au lieu de 3. Un homme grand,
2 femmes et une petite fille aux cheveux dorés, qui s'estompait lentement mais souriait avec une pure joie. « Au revoir, Emma », chuchota Richard. « Merci de nous avoir ramenés les uns vers les autres. » Lucie fit signe à l'air vide une dernière fois, puis se tourna vers sa famille terrestre avec des yeux qui tenaient à la fois l'innocence enfantine et la sagesse ancienne. Emma dit que son travail ici est terminé, mais elle nous a laissé quelque chose pour nous souvenir d'elle. Elle les mena à la fontaine mémoriale, où quelque chose d'impossible était apparu. Des papillons frais émergeaient de cocons qui n'avaient pas été là ce matin, remplissant le jardin d'ailes d'or et d'orange, qui dansaient dans la lumière mourante, tandis que Richard Sterling tenait sa fille vivante, pendant que son ex-femme, bientôt pour être épouse à nouveau, planifiait leur avenir ensemble. Il comprit enfin que certains miracles exigent la perte avant de révéler leur vrai cadeau. La mort d'Emma avait mené à la naissance de Lucie. La culpabilité de Catherine avait mené à la justice pour d'innombrables familles, et leur cœur brisé avait été reformé en quelque chose de plus grand et plus fort qu'avant. Lucie Santos Sterling, de 6 ans, s'endormit cette nuit-là entre ses parents, serrant le journal de mémoire d'Emma et rêvant non d'ange, mais d'aventures terrestres avec la famille qui ne la laisserait jamais partir. Et au matin, le jardin de papillons fleurit de nouvelles vies, portant en avant l'histoire d'amour qui avait commencé avec le cœur brisé d'un homme et terminé avec la guérison de tous les cœurs qui comptaient. Fin. Avez-vous adoré cette histoire émouvante? Si elle a touché vos cœurs comme elle a touché le mien, donnez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vont vous émouvoir. Activez la cloche pour ne rien manquer. Dans les commentaires, dites-moi, croyez-vous que l'amour transcende la mort? Avez-vous déjà eu une expérience inexplicable avec des êtres chers qui sont partis? Je veux connaître vos histoires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire aux miracles et aux secondes chances. Jusqu'à la prochaine histoire, un câlin du cœur. Ceci est une histoire sur comment l'amour transcende la mort, comment les familles peuvent guérir même après les plus grandes tragédies, et comment parfois les anges viennent déguisés en petits-enfants qui portent une sagesse au-delà de leurs années. C'est un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour les secondes chances, et que le vrai amour trouve toujours un chemin vers la maison. Une petite fille frappe à la porte du millionnaire. « Papa, ils veulent m'emmener dans un refuge. » Une petite fille de 6 ans frappe à la porte du millionnaire. « Papa, ils veulent m'emmener dans un refuge. » Il se figea alors et sa vie changea à jamais. Avant de plonger dans cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires touchantes. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de cette histoire qui touchera vos cœurs. La pluie d'octobre martelait contre les immenses fenêtres du manoir géorgien de Richard Sterling comme des balles contre une armure. À 58 ans, Richard s'était habitué au bruit. Il correspondait au tambourinage constant de la douleur dans sa poitrine qui n'avait pas cessé depuis qu'Emma était morte 3 ans auparavant. Il était assis dans son fauteuil en cuir, fixant le verre de Bourbon intact sur la table d'acajou. La maison semblait un mausolée, rempli de souvenirs d'une petite fille de 6 ans qui ne grandirait jamais. Le dessin d'Emma était toujours accroché au réfrigérateur de la cuisine qu'il ne visitait jamais. Sa chambre restait exactement comme elle l'avait laissée, jusqu'à l'éléphant en peluche sur son oreiller. Toc, toc, toc. Richard fronça les sourcils. Plus personne ne lui rendait visite. Son ex-femme, Catherine, vivait en Californie maintenant, noyant sa propre douleur dans un nouveau mariage. Ses associés savaient qu'il valait mieux ne pas se présenter à l'improviste au manoir Sterling. Toc, toc. Plus persistant cette fois. Richard soupira et se leva de sa chaise, ses chaussures italiennes coûteuses résonnant dans le hall de marbre. À travers les panneaux de verre ornés, il put distinguer une petite silhouette recroquevillée contre la tempête. Il ouvrit la lourde porte en chêne et son monde s'arrêta. Une petite fille se tenait sur son seuil, trempée jusqu'aux os. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans, avec des boucles sombres collées à sa tête et d'énormes yeux bruns qui semblait bien trop vieux pour son visage. Elle portait une robe rose fine
qui collait à son petit corps, et elle tremblait violemment. Mais ce ne fut pas son apparence qui paralysa Richard Sterling, ce fut ce qu'elle dit ensuite. « Papa », murmura-t-elle, utilisant un mot qui le frappa comme un coup physique. « Ils veulent m'emmener au refuge. S'il te plaît, ne les laisse pas faire. » La main de Richard agrippa le cadre de la porte si fort que ses jointures blanchirent. « Papa », portugais pour père. Emma l'appelait ainsi après avoir regardé son dessin animé préféré, gloussant en pratiquant le mot étranger. « Je suis désolé, petite », bégaya-t-il, sa voix à peine audible par-dessus la tempête. « Je pense que tu t'es trompé de maison. » L'enfant le regarda avec ses yeux impossiblement profonds. Et pendant une fraction de seconde, Richard vit Emma qui le regardait en retour. La même inclinaison obstinée du menton, la même façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle avait peur. « Je m'appelle Lucie », dit-elle simplement. « Maman a dit que si quelque chose arrivait, je devrais trouver l'homme de la grande maison sur la colline de l'érable. Elle a dit qu'il comprendrait ce que c'est que de perdre des gens qu'on aime. » Les jambes de Richard faillirent céder. Catherine appelait leur maison exactement ainsi, la grande maison sur la colline de l'érable. Mais comment cet enfant inconnu pouvait-elle savoir cela? Derrière Lucie, il aperçut des phares perçant la pluie. Un fourgon blanc, avec service à l'enfance, inscrit sur le côté, entrait dans son allée circulaire. « S'il te plaît » chuchota Lucie, tendant une petite main qui trouva la sienne. « Je ne veux pas partir avec eux. Maman a dit que tu me garderais en sécurité. » Des portières de voiture claquèrent dans l'allée. Richard entendit des voix crier à travers la tempête. Des voix officielles, bureaucratiques, des voix qui signifiaient les affaires. Dans 30 secondes, elle serait à sa porte. Et cette petite fille mystérieuse, qui connaissait d'une manière ou d'une autre sa douleur la plus profonde, disparaîtrait dans le système pour toujours. Richard Sterling avait passé 3 ans à construire des murs autour de son cœur, jurant de ne jamais laisser personne s'approcher assez pour le blesser à nouveau. Mais en regardant le visage levé de Lucie, si déchirant de ressemblance avec la fille qu'il avait perdue, quelque chose à l'intérieur de ces murs commença à se fissurer. Les pas se rapprochaient. Il avait peut-être 10 secondes pour prendre une décision qui changerait tout. « Monsieur Sterling !» cria une voix de femme depuis l'allée. « Nous devons vous parler !» Richard regarda Lucie une fois de plus. Elle serra sa main avec une force surprenante, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis 3 ans. Le besoin désespéré de protéger quelqu'un. « Entre !» dit-il rapidement, la tirant dans le hall. « Quoi qu'il arrive ensuite, tu es en sécurité ici. » Mais en fermant la porte derrière eux, Richard Sterling n'avait aucune idée que ce moment démêlerait des secrets enterrés si profondément qu'ils ébranleraient les fondations mêmes de tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie, sa femme et la fille qu'il avait perdue à jamais. Le cœur de Richard battait la chamade tandis qu'il menait Lucie plus profondément dans la maison, loin des coups persistants à la porte. La robe mouillée de l'enfant laissa des flaques sur son sol de marbre immaculé, mais pour la première fois en 3 ans, il ne se souciait pas du désordre. « Monsieur Sterling, ouvrez la porte, s'il vous plaît. » La voix de la femme devenait plus insistante. « Je suis Sarah Chen des services de protection de l'enfance. Nous avons suivi l'enfant jusqu'à votre propriété. » Lucie se pressa contre le côté de Richard, son petit corps tremblant. « S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener, » chuchota-t-elle. « Maman a dit que l'homme de la grande maison comprendrait les cœurs brisés. » Cette phrase arrêta Richard net. Pendant la maladie d'Emma, quand la petite fille de 6 ans ne pouvait pas dormir à cause de la douleur, elle avait l'habitude de dire que papa avait un cœur brisé, tout comme son corps brisé. Comment cette inconnue pouvait-elle connaître ces mots exacts? Les coups devinrent des martèlements. Richard prit une décision instantanée qui le surprit lui-même. Il ouvrit la porte juste assez pour voir une femme asiatique mince dans la quarantaine, presse-papiers à la main, la pluie dégoulinant de sa veste pratique. « Monsieur Sterling, je suis Sarah Chen, l'enfant qui s'est approché de votre maison. Nous devons l'emmener dans un logement temporaire. Elle a été trouvée errant dans la tempête après que sa tutrice soit décédée ce matin. » Sa tutrice? Richard garda sa voix ferme, bien que son esprit s'emballât. Maria Santos, une femme brésilienne qui travaillait comme femme de ménage en ville. Aucune documentation légale pour la garde et l'enfant prétend n'avoir aucune autre famille. Sarah regarda au-delà de lui.
Est-elle à l'intérieur? Les instincts d'homme d'affaires de Richard se mirent en marche, les mêmes qui avaient bâti son empire à partir de rien. J'aimerais parler à votre superviseur. Cet enfant semble en détresse, et il est presque minuit dans une tempête. L'expression de Sarah s'adoucit légèrement. Monsieur Sterling, je comprends votre préoccupation, mais nous avons des protocoles. Et j'ai des avocats, répondit Richard calmement. Donnez-moi jusqu'au matin. Une nuit ne fera de mal à personne, et cela pourrait aider cet enfant à traiter ce qui lui est arrivé. Derrière lui, il entendit l'inspiration vive de Lucie. Après un moment tendu, Sarah hocha la tête. « 8 rien précise, monsieur Sterling. Ayez-la prête. » Tandis que le fourgon disparaissait dans la pluie, Richard se retourna pour trouver Lucie, qui le regardait avec émerveillement. « Tu ne m'as pas abandonné, dit-elle doucement. « Non, répondit-il, se surprenant de la protection féroce dans sa voix. « Je ne l'ai pas fait. » Le lendemain matin, Richard trouva Lucie assise à l'îlot de sa cuisine, portant un de ses vieux t-shirts de Harvard qui tombait jusqu'à ses chevilles comme une robe. Elle dessinait avec des crayons dont il ne se souvenait pas avoir acheté, sa langue pointant en concentration exactement comme Emma avait l'habitude de faire. « D'où viennent ceux-ci » demanda-t-il, désignant les fournitures d'art. « La dame d'en haut me les a donnés, » dit Lucie, sans lever les yeux. « Elle a dit que les petites filles ont besoin de faire de belles choses quand elles sont tristes. » Richard sentit de la glace dans ses veines. « Quelle dame ?» Lucie pointa vers le plafond. « La jolie dame aux cheveux jaunes. Elle était dans la chambre avec tous les jouets. » Les mains de Richard commencèrent à trembler. La chambre d'Emma. Personne n'était allé dans la chambre d'Emma depuis sa mort. Il la gardait verrouillée. Mais quand il avait vérifié Lucie pendant la nuit, elle dormait paisiblement dans la chambre d'amis en bas. « Lucie, dit-il prudemment, à quoi ressemblait cette dame? Comme moi, mais plus grande. Elle avait tes yeux, papa. Elle a dit qu'elle attendait que je rentre à la maison. » Les crayons tombèrent des mains engourdies de Richard. Emma avait ses yeux, le même gris acier que tout le monde commentait toujours. Mais c'était impossible. Les enfants avaient des imaginations actives, surtout les enfants traumatisés. « Montre-moi ce que tu dessines. » Lucie retourna le papier. Le monde de Richard bascula. C'était une recréation parfaite de la chambre d'Emma jusqu'au motif spécifique du papier peint, le placement exact des animaux en peluche, même la façon dont la lumière du matin tombait à travers le siège de la fenêtre, des détails que Lucie ne pouvait pas possiblement connaître. « Comment tu… » commença-t-il, puis s'arrêta quand Lucie pointa le coin du dessin. Là, à peine visible, il y avait 2 silhouettes se tenant la main, une grande, une petite. La grande silhouette avait une barbe comme Richard. La petite silhouette portait une robe rose et avait des cheveux bouclés sombres. « C'est nous, papa, » dit Lucie simplement. « La jolie dame a dit que tu as été seul trop longtemps. » Avant que Richard puisse répondre, son téléphone sonna. Le numéro de Sarah Chen. « Monsieur Sterling, j'ai des informations sur Lucie Santos que je pense que vous devriez savoir. Sa mère, Maria, a laissé une lettre. Elle vous mentionne spécifiquement. »« Quoi ?» La voix de Richard se brisa. « Elle prétend que Lucie est votre fille biologique. Il y a aussi mention d'une femme nommée Catherine Sterling. Monsieur, votre femme était-elle impliquée avec Maria Santos ?» Le téléphone glissa de la main de Richard, résonnant sur le sol. Lucie le regarda avec ses yeux bruns, impossiblement familiers, et soudain, Richard le vit. La forme de son nez, la façon dont elle inclinait sa tête en pensant, l'attitude obstinée de sa mâchoire. « Papa, » dit Lucie doucement, « ça va ?» Par la fenêtre, il vit le fourgon de Sarah Chen entrer dans l'allée à nouveau. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Un homme en costume chair sortait du côté passager, mallette à la main. Lucie les vit aussi. Elle saisit la main de Richard avec une force surprenante. « S'il te plaît, ne les laisse pas nous séparer à nouveau, » chuchota-t-elle. « J'ai déjà perdu maman. Je ne peux pas te perdre aussi. » Richard regarda cette petite fille qui pourrait impossiblement être sa fille. Une fille que Catherine lui avait cachée. Une fille dont il n'avait jamais su l'existence pendant qu'Emma gisait mourante. La sonnette retentit, résonnant dans le manoir comme le marteau d'un juge. « Encore !» chuchota Richard, regardant le visage sérieux de Lucie. Mais avant qu'elle puisse répondre, des souvenirs s'abattirent sur lui comme un tsunami.
Il y a 7 ans, pendant le traitement d'Emma, Catherine avait disparu pendant 3 semaines. Elle avait prétendu avoir besoin d'espace, avoir besoin de rendre visite à sa sœur au Brésil pour se clarifier l'esprit. Richard avait été trop consumé par l'état détériorant d'Emma pour le questionner profondément. Quand Catherine était revenue, elle avait été différente, distante, coupable, sursautant chaque fois que le téléphone sonnait. Elle s'était jetée dans les soins d'Emma avec une intensité presque maniaque, comme si elle essayait d'expier quelque chose. La sonnette retentit à nouveau, plus instamment. « Reste ici », dit Richard à Lucie, son esprit tourbillonnant. « Ne sors pas, peu importe ce que tu entends. » Il ouvrit la porte pour trouver Sarah Chen avec un homme qui criait avocat cher de ses chaussures italiennes à sa cravate parfaitement nouée. « Monsieur Sterling, voici Marcus Webb du bureau du procureur, » dit Sarah. « Nous devons discuter de certaines allégations sérieuses. » L'entraînement d'homme d'affaires de Richard se mit en marche. Ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais rien admettre sans comprendre la portée complète. « Quelles allégations ?» Webb fit un pas en avant, son expression grave. « Monsieur, êtes-vous conscient que Maria Santos a déposé une réclamation de paternité contre vous il y a 3 ans? Les documents ont été envoyés à votre femme, Catherine Sterling, qui les a apparemment interceptés et traités en privé. » Les mots frappèrent Richard comme des coups physiques. « C'est impossible. Nous avons des copies des documents, monsieur Sterling. Preuve ADN, un certificat de naissance vous listant comme le père, et un paiement substantiel fait depuis votre compte joint à Maria Santos. Votre femme l'a payé pour disparaître. » Richard agrippa le cadre de la porte. Catherine avait géré toutes leurs finances pendant la maladie d'Emma. Il avait été trop dévasté, trop concentré sur sa fille mourante pour prêter attention au transfert d'argent. « Il y a plus, » continua Webb. « La lettre de Maria indique que votre femme l'a menacée, lui a dit que si elle vous contactait jamais directement, elle la ferait expulser et Lucie serait placée dans le système d'adoption. Maria était sans papier, monsieur Sterling. Votre femme a utilisé cela contre elle. » Derrière lui, Richard entendit un petit soupir. Lucie s'était glissée dans le couloir et écoutait, son visage pâle avec une compréhension au-delà de ses années. « La question maintenant, dit Sarah gentiment, c'est ce que vous voulez faire. Les tests ADN confirmeront la vérité, mais cet enfant a traversé suffisamment de traumatismes. Elle a perdu sa mère hier, et elle vous voit clairement comme de la famille. » L'esprit de Richard revint au comportement de Catherine pendant ces derniers mois avec Emma. Les appels téléphoniques secrets, les voyages soudains pour gérer les affaires, la façon dont elle tressaillait chaque fois qu'il mentionnait avoir plus d'enfants après qu'Emma soit partie. Sa femme n'avait pas seulement caché l'existence de Lucie. Elle avait utilisé le statut d'immigration d'une femme innocente pour tenir un père éloigné de sa fille. Pendant qu'Emma mourait, Lucie grandissait de l'autre côté de la ville, croyant que son père ne la voulait pas. « Papa !» La petite voix de Lucie coupa ses pensées. Elle s'était rapprochée, sa main trouvant la sienne. « Je les ai entendus parler. Maman me disait toujours que tu ne savais pas pour moi. Elle a dit que la dame en colère s'en était assurée. » Richard regarda cette petite fille courageuse qui avait d'une manière ou d'une autre trouvé son chemin vers lui à travers une tempête, portant des secrets qui redéfiniraient toute sa compréhension de son mariage, sa perte et son avenir. Webb attendait une réponse. Sarah avait son presse-papier prêt. Au loin, il pouvait entendre le tonnerre rouler à travers les collines. Une autre tempête approchait. Mais tout ce que Richard pouvait voir étaient les yeux de Lucie, bruns comme ceux de sa mère, mais avec des taches de gris acier qui étaient indéniablement siens. 2 heures plus tard, Richard était assis dans son bureau avec Lucie, recroquevillée dans le fauteuil en cuir en face de son bureau, serrant l'éléphant en peluche de la chambre d'Emma. La ressemblance entre les 2 filles devenait impossible à ignorer. La façon dont Lucie fredonnait distraitement en pensant, la façon dont elle repliait un pied sous elle quand elle s'asseyait, même la façon dont elle plissait le nez en se concentrant. Webb avait laissé des copies de documents qui peignaient un tableau accablant de la tromperie de Catherine. Virement bancaire totalisant 50 000 $. Documents légaux déclarant que Richard Sterling reconnaissait la paternité mais renonçait à tous droits.
la signature de Catherine, falsifiant son consentement. « Je dois passer un appel téléphonique, » dit Richard gentiment. « Cela pourrait devenir bruyant. Veux-tu attendre dans la chambre d'Emma ?» Les yeux de Lucie s'illuminèrent. « Je peux ? La jolie dame a dit que je pouvais jouer avec ses jouets. » La poitrine de Richard se serra, mais il hocha la tête. Il attendit que Lucie disparaisse à l'étage, puis composa le numéro qu'il avait mémorisé, mais jamais appelé. Catherine répondit à la 3e sonnerie. « Richard, pourquoi tu... Tout va bien ?» Même après 3 ans de séparation, sa voix portait encore ce léger tremblement qu'elle avait quand elle était nerveuse. Elle était nerveuse maintenant. « Parle-moi de Maria Santos, » dit-il sans préambule. Le silence s'étendit sur la ligne comme un abîme. Puis, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Catherine, ne fais pas ça. J'ai des documents, des relevés bancaires, une petite fille de 6 ans assise dans la chambre de notre fille qui a mes yeux et m'appelle papa. » L'inspiration vive fut audible. « Elle t'a trouvé. Pensais-tu vraiment qu'elle ne le ferait pas? Sa mère est morte, Catherine. Elle n'avait nulle part ailleurs où aller. » La voix de Richard était mortellement calme. « Comment as-tu pu me cacher cela? Comment as-tu pu payer une femme pour disparaître avec ma fille pendant qu'Emma mourait? Tu veux savoir comment ?» La composure de Catherine se fissura et la douleur brute se déversa. « Parce que je regardais ma petite fille dépérir jusqu'à n'être plus rien, et je ne pouvais pas supporter l'idée que tu aies une autre fille quelque part qui était saine et entière. » Richard ferma les yeux. « Alors tu as puni un enfant innocent. »« Je me suis puni moi-même, » cria Catherine. « Tu penses que c'était facile? Tu penses que je ne restais pas éveillé la nuit en me demandant pour elle? Mais Emma mourait, Richard. Notre bébé mourait. Et je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre aussi. Tu m'as perdu quand même, » dit Richard doucement. « Je sais. » La voix de Catherine se brisa complètement. « Après qu'Emma soit morte, je n'arrêtais pas de penser à cette petite fille. Je voulais te le dire tant de fois, mais alors tu t'es retiré de tout, de moi, de la vie. Comment pouvais-je te dire que pendant que nous perdions notre fille, une autre fille grandissait en pensant que son père ne la voulait pas? » À travers le téléphone, Richard pouvait entendre Catherine pleurer, des sanglots profonds et déchirants qui parlèrent de 3 ans de culpabilité. Maria continuait d'envoyer des photos, chuchota Catherine. Pièces de théâtre scolaire, anniversaire, premier jour de maternelle. Elle voulait que tu saches que Lucie allait bien. Mais j'avais tellement peur, j'étais si brisé. Je pensais que si tu savais pour elle, tu me blâmerais pour la mort d'Emma d'une manière ou d'une autre, ou tu me quitterais pour Maria. Au lieu de cela, tu m'as quitté quand même. J'ai dû le faire. La culpabilité me rongeait vivante. À l'étage, Richard entendit le rire de Lucie résonner depuis la chambre d'Emma, pur et joyeux d'une façon que la maison n'avait pas entendue depuis des années. Sa fille, ses 2 filles, méritaient mieux que les choix que la peur avait poussé les adultes à faire. « Catherine, » dit-il finalement, « Lucie a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un père qui ne l'abandonnera plus jamais. Vas-tu te battre pour la garde ?» Richard leva les yeux vers le plafond où sa fille survivante jouait avec les jouets de l'enfant qu'il avait perdu. « Je vais me battre pour la chance d'être le père que j'aurais dû être depuis le début. » En raccrochant, Richard entendit quelque chose qui glaça son sang. Lucie parlait à quelqu'un à l'étage, sa voix brillante d'excitation. Mais selon Sarah Chen, Lucie était seule dans cette chambre. Il monta les escaliers 2 par 2, son cœur battant avec un mélange de peur et d'espoir impossible. Richard arriva au seuil de la chambre d'Emma et s'arrêta net. Lucie était assise en tailleur sur le tapis, ayant ce qui semblait être un goûter animé avec les animaux en peluche d'Emma, mais elle répondait clairement à quelqu'un, hochant la tête, riant, même marquant des pauses, comme si elle écoutait des réponses. « Non, Emma, papa ne connaît pas encore la cachette secrète, » disait Lucie à la chaise vide en face d'elle. « Devrions-nous lui montrer ?» Les mains de Richard agrippèrent le cadre de la porte si fort que le bois craqua. Lucie entendit le bruit et se retourna, son visage s'illuminant. « Papa, Emma veut te montrer quelque chose de spécial. Elle l'a gardé pour toi. » La logique luttait avec l'espoir impossible dans la poitrine de Richard. Les enfants avaient des amis imaginaires, surtout les enfants traumatisés qui traitent le deuil.
Mais Lucie pointait vers un endroit spécifique près de la bibliothèque d'Emma. Et Richard se souvint comment Emma avait l'habitude de chuchoter des secrets à ce coin exact quand elle pensait que personne ne regardait. « Quel genre de secret ?» s'entendit-il demander. Lucie bondit et courut vers la bibliothèque, pressant ses petites mains contre une section de moulure qui semblait identique au reste. Avec un clic doux, un panneau caché s'ouvrit, révélant une petite cavité que Richard n'avait jamais su exister. « Emma dit qu'elle a caché quelque chose pour toi avant d'aller au lieu brillant, » dit Lucie naturellement, atteignant l'ouverture. « Elle attendait que je vienne l'aider à te le donner. » Les jambes de Richard faillirent céder. Emma avait été obsédée par les cachettes secrètes pendant sa maladie, cachant toujours des trésors pour plus tard. Il n'avait jamais trouvé celle-ci. Lucie sortit une petite boîte en bois, une que Richard reconnut comme la boîte à bijoux d'Emma, celle qu'elle avait insisté pour garder près de son lit d'hôpital. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, il y avait un dessin d'enfant dans le style distinctif d'Emma. Deux petites filles se tenant la main sous un arc-en-ciel. Une avait des cheveux jaunes et portait une blouse d'hôpital. L'autre avait des boucles sombres et portait une robe rose. En bas, dans l'écriture soigneuse d'Emma de 6 ans, « Pour papa, ton autre ange arrive. Elle s'appelle Lucie et elle a besoin de câlins comme j'en avais besoin. Avec amour, Emma. » La vision de Richard se brouilla, tandis qu'il regardait le dessin impossible. Emma était morte il y a 3 ans. Lucie était arrivée seulement hier. Il n'y avait aucun moyen qu'Emma puisse avoir su de l'existence de Lucie, à moins que... Comment le savait-elle? Chuchota-t-il. Lucie inclina sa tête, écoutant quelque chose que seule elle pouvait entendre. Emma dit que les anges savent des choses. Elle dit qu'elle a demandé à Dieu de s'assurer que je te trouve quand maman partirait avec eux. Elle s'entraîne à être ma grande sœur. Richard tomba à genoux, tirant Lucie près, tandis que les larmes qu'il avait retenues pendant 3 ans se libéraient finalement. Que ce soit hallucination induite par le deuil, coïncidence ou quelque chose au-delà de la compréhension, cela n'importait pas. Ce qui comptait était l'enfant chaud et réel dans ses bras qui portait d'une manière ou d'une autre l'essence de la fille qu'il avait perdue. Emma dit qu'elle doit retourner au lieu brillant maintenant, chuchota Lucie contre son épaule. Mais elle visitera parfois. Elle dit que les grandes sœurs veillent toujours sur les petites sœurs, même depuis le ciel. À travers ses larmes, Richard crut apercevoir un mouvement du coin de l'œil, un éclat de cheveux dorés, un rire familier qui semblait chuchoter au revoir dans le vent. Quand il leva les yeux, Lucie souriait à quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, faisant signe à l'air vide. « Merci, Emma », dit-elle doucement. « Je vais bien prendre soin de papa maintenant. » Tandis que la lumière de l'après-midi s'estompait de la chambre, Richard Sterling serra sa fille survivante près et comprit finalement que parfois les plus grands cadeaux viennent envelopper dans les mystères les plus profonds. Mais dehors, une voiture entrait dans l'allée. Sarah Chen était de retour et cette fois elle avait des documents judiciaires qui détermineraient si Lucie resterait ou disparaîtrait à jamais dans le système d'adoption. Le vrai combat ne faisait que commencer. Richard observa par sa fenêtre, tandis que Sarah Chen s'approchait avec 2 figures supplémentaires. Une femme à l'air sévère en costume bleu marine et un homme portant ce qui semblait être une mallette officielle. Lucie se pressa contre son côté, sa petite main trouvant la sienne avec l'instinct d'un enfant qui avait appris tôt que les adultes pouvaient